Émission du 10 avril 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous plongeons dans les safer spaces des minorités culturelles LGBTQ+. Quels sont les lieux où elles se rassemblent pour vivre pleinement leur identité, souvent marquée par l'intersectionnalité? Nous vous présentons le premier d'une série de reportages réalisés par la journaliste indépendante Laetitia Arnaud-Sicari, qui s'est rendue dans un potluck de la communauté arabo-queer. Bonsoir Laetitia. Allô Kim. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, mon pronom c'est elle. J'ai les cheveux bruns ondulés en queue de cheval aujourd'hui. J'ai un chandail noir puis des pantalons gris. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+, ou encore être une alliée? Je vais plus répondre par rapport au journalisme. Pour moi, être une alliée, c'est de couvrir des enjeux avec sensibilité et avec empathie puis avec respect. Donc, d'avoir le plus possible un traitement humain par rapport à ces sujets-là, parce que des fois, certaines communautés peuvent avoir une certaine méfiance par rapport aux médias, donc c'est important de bâtir des liens de confiance de cette façon-là. Et qu'est-ce qui vous a amené vers le journalisme? Je suis une personne vraiment curieuse, donc en journalisme, je trouve qu'on est constamment en train de travailler sur des sujets qu'on ne connaît pas nécessairement, donc on est toujours en train d'apprendre, puis aussi le contact humain avec les gens. Alors, on vous retrouve dans quelques instants pour parler de ce reportage. Et puis, cette semaine, c'est Trana Wintour qui nous présente son billet d'humeur. Bonsoir, Trana. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Oui, j'ai des cheveux bruns. Je porte une T-shirt noire avec une image de Alanis Morissette. On a laissé les bottes brillantes à la maison cette semaine. Oui, c'est le printemps maintenant. Ah, la nouvelle garde-robe prend le relais. Alors, c'est un 2 pour 1 cette semaine que tu nous offres, parce que c'est pas une, mais bien deux personnalités publiques qui font l'objet de ta chronique ce soir. Justement. Justement. Je garde le suspense. OK, mais on aura 2 fois plus de plaisir. Oui. Et puis, pour la première fois, on va parler d'art visuel à l'émission. Notre équipe culturelle s'agrandit. On accueille ce soir Camille Larrivée, street artiste, commissaire indépendante, auteuriste et également à la direction générale de Montréal Art interculturel. Alors, comme le printemps est enfin là, elle vous propose une idée de sortie au grand air. C'est en fin d'émission. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée, où je préfère le pronom « elle ». Ce soir, je porte une chemise rose avec un T-shirt blanc, des jeans bleus pâles, chaussures rouges. Je me suis quand même un peu agencé, mais j'ai laissé les ongles au naturel. J'ai sorti mon vélo, alors c'est l'occasion pour les ongles de respirer quand je descends les côtes à grande vitesse. Alors voilà, nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. On fait souvent référence à la diversité sexuelle et de genre quand on parle des communautés LGBTQ+, mais c'est évidemment beaucoup plus. La diversité, elle s'exprime aussi à travers les origines culturelles et ethniques. Et pourtant, un peu comme il existe certains murs entre les différentes lettres de l'acronyme, il y a aussi certains murs qui existent entre la population ou le groupe dominant, blanc, et les personnes racisées au sein même des communautés LGBTQ+. Alors donc, dans une perspective d'ouverture à l'autre et dans le but de construire des ponts entre nous tous, nous vous présenterons au cours des prochaines semaines une série de reportages sur les safer spaces des minorités culturelles LGBTQ+. Nous accueillons la journaliste qui signe cette série, Laetitia Arnaud-Sicari. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous nous avez résumé un peu ce qui vous a amené vers le journalisme. Qu'est-ce qui vous a inspiré au départ cette série de reportages? Je suis récemment diplômée de l'UQAM. Donc, pendant mon parcours universitaire, je m'étais abonnée à plusieurs comptes sur les réseaux sociaux sur la vie étudiante à l'UQAM. Puis, je m'étais abonnée à UQAM Confession, une page qui est quand même similaire à ça. Puis, je voyais plusieurs personnes qui étaient sous le couvert de l'anonymat, qui faisaient partie de certaines communautés culturelles et qui étaient queer aussi, qui disaient en fait, ces personnes-là se sentaient seules et qu'elle cherchait des endroits où aller, puis elle trouvait pas vraiment d'endroit, donc ça m'a vraiment poussée à creuser davantage.
Alors, pour ce premier reportage, on plonge dans la communauté arabo-queer. Vous vous êtes rendu dans une soirée organisée par l'organisme Helem Montréal. Qu'est-ce que c'était comme soirée? Oui, exactement. C'était un potluck. Donc, j'étais rentrée en contact avec Samia à la mi-janvier. Donc, c'était vraiment le premier organisme qui m'a donné une réponse positive pour explorer les activités. Donc, vous allez pouvoir le découvrir dans le reportage. Parce que justement, vous l'avez dit, il y a parfois une certaine méfiance. Donc, il a fallu construire aussi cette confiance-là. Oui, exactement. Avec Samia, en fait, on a pris un café, puis on a appris à se connaître un peu. Donc, c'est sûr que ça l'aide à bâtir comme une certaine confiance. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de venir au potluck. Donc, voilà. Et on écoute votre reportage. Nouvelle face que je suis vraiment contente de voir et plus vieille face. Pas vieille dans le sens de... Vous comprenez, moi aussi je suis une vieille face. La salle est pleine à craquer. Une quarantaine de personnes sont assises en rond. Leur fébrilité est palpable. Une dizaine de mets trônent sur quelques tables appuyées contre un mur du local. Un cocktail d'odeurs délicieuses envahit la pièce. De voir autant de gens parce que je pensais qu'on allait être une dizaine. So I'm very happy to see we're so many people. And it's not overwhelming in a bad way, but very, very nice. And I am very eager to speak to each one. Nous sommes le 4 février en soirée. C'est le potluck annuel de Helem Montréal, un organisme qui dessert la communauté arabophone queer de la métropole. L'événement a lieu au centre communautaire LGBTQ. C'est quelque chose qu'on essaie de faire d'année en année. Donc, c'est mon troisième personnellement. J'ai rencontré Farah dans son premier il y a 1 an exactement. La voix que vous entendez est celle de Samia, qui siège au conseil d'administration de Helem. Après s'être rencontrée autour d'un café une semaine plus tôt, elle m'a invitée à l'événement. Si vous avez des allergies, juste nous faire signe. C'est bientôt l'heure de souper. Alors que je m'apprête à me servir, quelqu'un m'accoste. I'm Yarrow, 32 years old, but I have a baby face. C'est Yarrow, 32 ans, qui vient de Mississauga en Ontario. Ça fait 6 ans qu'il s'est établi à Montréal. Il me raconte que c'est à travers Farah, l'une des organisatrices de la soirée, qu'il est tombé sur Helem. C'est le premier événement auquel il participe. Il cherchait un tel endroit depuis longtemps, lui qui a grandi dans la culture libanaise plutôt traditionnelle. Honestly, I was always looking for a space for queer Arabs or queer Swana people because it's just such a needed thing when you're growing up in the Swana. Like I'm Lebanese, I grew up in a Lebanese culture. And it's very kind of straight, traditional. Il me raconte qu'il a récemment fait son coming out comme homme trans aux membres de sa famille. Même si certains d'entre eux ne semblent pas accepter sa transition, Yarrow me dit que ses parents l'ont accueilli à bras ouverts. And I slowly started transitioning and doing a slow, gradual transition. And for some of the family, it hasn't been okay with them. But my parents have really stepped up in a way where they're just super supportive. They're saying yeah, don't worry, do what you have to do. We love you no matter what. Live your life. You're an adult now. L'une des raisons pourquoi Yarrow s'est installé à Montréal, c'est justement pour la communauté et les espaces queer. Un manque qu'il ressent surtout lorsqu'il doit s'absenter en région pour son travail. And I really enjoy that, but I miss queers. I miss queer community. I start feeling in small towns, I start feeling weird and out of place and a freak, immediately. Even though people are nice to me and stuff, and I'm nice, it's I get along with people fine, but you start needing to be around people that are just as weird as you, so you can feel normal, C'est le même sentiment qui habite Salim, que j'ai croisé un peu plus tard pendant la soirée. Il me confie que les événements comme ceux de Helem l'aident à se sentir moins seul. Donc l'importance de ce genre d'événement, effectivement, c'est de se créer un cercle social et de briser l'isolement et finalement de se sentir, de créer ce sentiment d'appartenance. Originaire du Maroc, Salim habite à Montréal depuis 5 ans. Il me partage une anecdote survenue la veille où lors d'une soirée, il a fait une rencontre émouvante. C'est vraiment fou là parce que c'est juste une coïncidence. Hier, là, j'étais dans un événement, puis j'ai rencontré une personne qui venait de la même ville que moi au Maroc et je ne savais pas qu'elle était queer.
puis là, je viens ici et je la revois. Et ouais, non, j'ai trouvé ça un peu... c'était émouvant. C'était la première fois de ma vie que je rencontre une personne qui vient de la même ville où j'ai grandi, où j'ai vécu pendant 18 ans et qui est queer. Même s'il trouve que Montréal est un bel endroit pour affirmer et vivre son identité queer ouvertement, Salim se questionne toujours sur les raisons qui l'ont incité à quitter son pays d'origine. Je suis quand même dans un pays qui n'est pas le mien et je me pose souvent la question de pourquoi je suis ici. Et la réponse, c'est souvent, c'est mon identité queer qui fait que je suis là. Et parfois, tu te poses la question, est-ce que cette partie de mon identité justifie mon émigration, que parfois je vis comme un exil? Mais justement, des événements comme ça, où tu rencontres des personnes qui ont les mêmes défis ou des défis très similaires, ça permet de se rassurer. Vers la fin de la soirée, je m'assois avec Ellie, rencontrée au tout début de l'événement. Ellie est un nom fictif pour protéger son identité. Je suis heureux d'être ici parce que je me sens safe, je me sens avec ma famille choisie. Je peux dire ça parce que c'est des gens que je me sens vraiment à l'aise avec, je me sens vraiment moi-même. Ellie a quitté l'Algérie récemment. Il me raconte qu'il n'avait pas la liberté d'être lui-même. J'ai quitté mon pays à cause de ça. C'est malheureux de dire, mais c'est la vérité. Rester tout le temps à la maison parce qu'il y a du jugement d'ailleurs. I didn't feel myself. Il a commencé à se poser des questions sur son identité lorsqu'il était adolescent. À la fin de son secondaire, il a conclu qu'il n'avait pas le choix de partir. J'ai jamais eu la confiance de faire un coming out, soit mes amis, soit ma famille, parce que je sais vraiment que c'est pas facile. Depuis son départ, Ellie vit avec beaucoup de culpabilité. Tu quittes un pays, mais t'as toujours le cœur avec tes amis qui sont là-bas, avec tes amis qui n'ont pas pu sortir. La soirée commence à tirer à sa fin. La salle se vide tranquillement. J'approche Samia. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'elle s'implique bénévolement au sein de Helen. Je lui demande comment elle a trouvé la soirée. Je trouve ça beau parce que le potluck ce soir, on est peut-être une quarantaine. On était une quarantaine, c'est beaucoup de gens. Et moi, quand j'ai commencé, des fois, on avait de la difficulté à avoir 5 ou 10 personnes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé personnellement pour me dire qu'ils, elles voulaient s'impliquer. Donc, ça me touche vraiment. En 20 ans d'existence, les mêmes défis persistent dans l'organisme, soit le financement et la disponibilité des bénévoles. La survie de l'organisme en dépend. On n'a pas de salariés, on n'a pas de permanence, on n'a pas les fonds, et de deux, ça n'a jamais fait partie de la mission. Quand ça a commencé, Helem, c'était beaucoup plus... ça se disait un organisme de protection. Mais avec le temps, avec les années, avec les époques, ça s'est devenu plus un comité social, je dirais, aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs quelque chose qu'on est en train de redéfinir aujourd'hui. Dans l'imaginaire des gens qui connaissaient l'organisme depuis longtemps, c'est encore un organisme de protection. Pour Samia et pour toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil de la soirée, Helem est essentielle dans leur vie. On a besoin de nos espaces queer, arabes, nord-africains, amazigh, ce que tu veux. Donc, comme tout ce qui est regroupé sous le grand chapeau de arabité. Helem, ça s'explique pas. C'est un sentiment, ça se vit. Puis j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va durer vraiment longtemps parce que à chaque fois que je rentre d'un événement, je suis tellement énergisée. Même si je suis fatiguée, même si c'est épuisant, même si ça demande beaucoup d'efforts, ça vaut toujours la peine. Donc, les besoins sont là. Laetitia, on l'entend à travers les personnes dans le reportage. C'est quoi la suite pour LM? Je sais qu'il y a eu des changements, entre autres, au niveau de Samia qu'on entend dans le reportage. Oui, exact. Elle m'a écrit cette semaine pour me dire qu'elle était devenue présidente de l'organisme. Donc ça, c'est un pas de plus pour la viabilité de l'organisme. Puis comme elle mentionne dans le reportage, le but de l'organisme cette année, c'est de se redéfinir, puis ça va être pas mal ça l'objectif pour les prochaines années. Puis sinon, le 19 avril, Helem Montréal organise un événement avec Queer Bloc au Bloc Shop dans Hochelaga. Donc,
ça sera le prochain événement pour LM. Qui est disponible d'ailleurs sur leur plateforme, entre autres, là, sur Facebook et Instagram, si vous voulez savoir plus d'informations. On en profite pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr aux personnes là, qui ont observé le jeûne pour le Ramadan. Et puis, votre prochain reportage sera diffusé le 24 avril, dans 2 semaines. Un petit teaser, on va parler de... On va parler... en fait, c'est un événement avec Sweet Like Honey. Et c'est sur le dating scene, donc c'est pas mal ça comme teaser. Donc, à vos agendas pour le 24 avril prochain. Et je mentionne que la diffusion de cette série de reportages est rendue possible grâce à l'obtention d'une bourse d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'AGIC. Félicitations, Laetitia, pour cette bourse. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Kim. Cette semaine, pour la chronique humoristique, c'est Trana Wintour qui est avec nous. Rebonsoir, Trana. Rebonsoir. Donc, avant de te céder la parole, je voulais quand même prendre un moment pour parler de ton nouveau projet Balado. Oui. Toi aussi, tu vas avoir ta face sur un projet de Balado. Mais j'en ai déjà fait dans le passé. J'avais fait Chosen Family avec CBC et ça fait un bout quand même que je voulais retourner, me replonger dans ce monde de balado. Bon, mais on a très hâte et ça s'en vient. Ça s'appelle Les Divas. Qu'est-ce que c'est? Alors, Les Divas, c'est un podcast où moi, je serai à la rencontre des plus grandes icônes féminines de la culture québécoise. Mon Dieu, ça sonne comme une partie de plaisir pour toi, ça. Absolument. Et le line-up est assez malade. Nous avons Mitsu, Marie-Mé, Joe Bocan, Anne-Marie Lozic, Patsy Galland. C'est des femmes qui m'inspirent. Je trouve que c'est des femmes fabuleuses. Et je voulais vraiment créer avec chaque épisode un esprit d'événement spécial. Alors, chaque épisode sera enregistré devant le public parce que je voulais vraiment créer une feeling de quelque chose de spécial. Oui, ça va être enregistré où? À l'idéal. Donc, tout près, là, dans le quartier latin, Exact, juste ici. oui. Alors, c'est un enregistrement par mois? Non, Environ, c'est à chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Avec l'exception de Marie-Mé, parce que c'était quand même difficile de trouver une date avec Marie-Mé et on va le faire le 25, une semaine après Mitsu. Oui, on est un peu flexible et conciliant quand on reçoit Marie-Mé à l'émission. Oui. Et on peut déjà réserver nos places sur Internet pour pouvoir assister aux enregistrements? Oui, exactement. C'est sur Point de Vente ou sur tous mes réseaux, sur mon site web, tranawinter.com. Tous les liens sont là. Les places sont très limitées. C'est vraiment un espace intime. Alors, il y a comme une 30aine de billets pour chaque événement. Alors, ça va être vraiment comme une chance d'être up close and personal avec des grandes personnalités. Et dans les 2 dernières chroniques que tu as faites, tu nous as parlé de divas, Oui. de stars. Clairement, on sent ton amour pour les divas. Absolument. J'aime ça que tu nous en parles, je te l'ai déjà dit. Mais est-ce que, de manière générale, il y a un impact, une influence que les divas ont eue dans ta vie? Mais les divas, pour moi, c'était ma sécurité. Elles étaient vraiment ma force dans des moments où j'avais pas une force que j'étais capable de générer moi-même. Même à ce jour, sincèrement, dans des moments où je suis nerveuse pour un grand show, je pense à mes divas un peu dans un sens spirituel et elles me donnent tellement une confiance en moi. Là, tu auras l'occasion de leur redonner un peu cet amour-là en les rencontrant. Exactement, je veux vraiment les mettre en lumière et aussi, moi, je me vois un peu comme une diva en formation. Alors, c'est aussi la chance de les demander comment être une diva. Oui, comme une stagiaire Exactement, oui. Et après la saison 1, tu vas avoir ton diplôme et là, tu seras
diva approuvée. Exact. C'est comme, je pense que je me vois un peu comme la Sonia Benezra de ma génération. Oh là là, c'est rien ça où de je moins. m'enligne un peu. Bon, ben on pourra dire qu'on a eu la Sonia Benezra de notre génération au balado tous Exact. dès la première année. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Je dois avouer, non. Non! Même Mitsu, quand elle a répondu à ma gérante, elle a dit « Je ferais n'importe quoi pour Trana ». So, je me sens vraiment privilégiée. Je pense qu'il y a comme un respect et une admiration mutuelle entre moi et mes divas. Alors, l'enregistrement premier a lieu à la fin du mois. C'est ça, le 18 avril sera la première, alors la semaine prochaine, en fait, jeudi prochaine, avec Mitsu. Est-ce que ça va être mis en ligne assez rapidement après? Je pense que oui. J'ai OK. pas encore les dates où ça sera diffusé en ligne, mais assez rapidement, oui. Bon, parfait. Alors, pour ce soir, on reste un peu dans le monde des personnalités publiques. Tu nous as parlé de Taylor Swift, J.Lo. Là, il y a d'autres... j'ose pas dire diva, je vais plus m'en tenir elle à le personnalité mérite pas. publique. c'est Elle ça. mérite pas ce titre. À avoir lu ta chronique, j'ai compris qu'elle ne mérite pas ce titre selon toi. Alors, je te laisse à ta Parfait. chronique. Et pour de contexte, si jamais il y a du monde qui ne le savent pas, J.K. Rowling, c'est l'écrivaine du série de livres Harry Potter. Je pense que tout le monde la connaît, mais juste au cas où. Alors, il y a quelques jours, Sophie Durocher a écrit un article pour le Journal de Montréal intitulé « J.K. Rowling, ni anti-trans, ni transphobe ». Normalement, je ne lis rien de ce qu'écrit Sophie. Je n'ai même pas assez de temps pour lire le travail de personnes intelligentes, mais c'est un article que je ne pouvais pas ignorer. En plus, qui est Sophie pour déclarer que J.K. Rowling n'est pas transphobe? Qu'est-ce qui fait d'elle une autorité sur le sujet? Qu'est-ce qu'elle a appris sur Sortez-moi d'ici qu'on ne sait pas? Permettez-moi d'être très clair. Non seulement J.K. Rowling est transphobe, mais c'est devenu sa raison d'être. Si J.K. Rowling n'est pas transphobe, le ciel n'est pas bleu. Il vous suffit de jeter un coup d'œil sur le Twitter feed de J.K. Rowling comme preuve. Plusieurs fois par jour, presque tous les jours de la semaine, pendant des mois et maintenant des années, elle ne fait que tweeter sur les personnes trans. Elle est obsédée à un point qui n'a absolument aucun sens. Cette femme needs to get a life. La seule autre personne autant obsédée par les personnes trans est Dave Chappelle. En Angleterre, où vit J.K., les personnes trans représentent environ 0,5% de la population. Comment est-il possible de se sentir menacé par un si petit groupe de personnes marginalisées, constamment attaquées, dont leurs droits humains sont constamment menacés au nom du gain politique? Mais la partie de l'article de Sophie qui me dérange le plus est la suivante, et elle a dit « Rowling a parfaitement le droit de s'inquiéter que des hommes ayant transitionné vers une identité féminine se retrouvent dans des prisons pour femmes, des vestiaires pour femmes ou des compétitions sportives féminines. C'est une folie absolue et je ne peux pas croire que des gens comme Sophie soient autorisés à publier de telles conneries. Quand est-ce qu'un homme a-t-il déjà eu besoin de se faire passer pour une femme pour agresser des femmes? À l'échelle mondiale, une femme sur 3 a été victime d'une agression sexuelle sur une femme ou une autre. Les taux d'agression sont plus élevés pour les femmes racisées et 99% des agressions sexuelles sont commises par des hommes. 99%. De présenter les personnes trans comme étant des imposteurs, comme des agresseurs sexuels déguisés et au-delà de la transphobie. C'est donc très riche quand Sophie déclare avec autant d'assurance qu'elle et J.K. Rowling ne sont pas transphobes. Elles sont la définition de la transphobie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les transphobes comme J.K. Rowling et Sophie Durocher ont autant de mal avec ce titre. C'est comme les racistes qui haïssent être appelés des racistes. Pourquoi ne pas simplement accepter qui vous êtes? J.K. et Sophie comprennent que être traités de transphobes est négatif, mais cela ne les empêche pas de l'être, de faire et de dire des choses transphobes. Si elles ne veulent plus être traitées de transphobes, arrête d'être transphobe.
Il me semble que c'est une solution aussi simple que même Sophie Durocher peut la comprendre. Je suis désolée que ma chronique ce soir soit moins drôle que d'habitude, mais j'ai gardé quand même ma plus grosse blague pour la fin. Et je vous dirais que la plus grosse blague de ce soir, c'est que j'ai donné 5 minutes de mon temps pour répondre à quelqu'un d'aussi ignorant et mal informé que Sophie Durocher et J.K. Rowling. Un duo assez inattendu quand même. Elles sont un peu le Thelma and Louise des transphobes. Sauf que J.K. Rowling n'a aucune idée de qui est Sophie Durocher et j'aurais aimé de ne pas le savoir non plus. Merci. Merci, Trana, encore une fois. Et puis, non, effectivement, impossible d'oublier Sophie Desrochers quand on apprend son existence. Non, ça m'a mis vraiment dans une rage, honnêtement. Je peux plus avec cette femme. Bon, mais tu as pu un peu l'exprimer ce soir. Oui, mais merci tout le monde pour cette chance de me soulager. Bonne soirée, Trana. Voici maintenant un résumé des nouvelles internationales, malheureusement peu réjouissantes cette semaine. Aux États-Unis, les athlètes trans perdent graduellement l'accès à des compétitions. Lundi, la National Association of Intercollegiate Athletics, qui supervise les petites universités américaines, a annoncé qu'elle interdisait aux athlètes trans de pratiquer des sports féminins. Son homologue pour les grandes universités, la NCAA, a quant à elle décidé en 2002 de maintenir l'accès des athlètes trans aux compétitions. Pas de changement au sommet de la liste des livres contestés de l'American Library Association. C'est l'autobiographie de Maya Kobabe, Genderqueer, qui obtient le titre pour une 3e année de suite. L'ouvrage, publié en 2019, a reçu plusieurs distinctions dans les cercles littéraires, mais le livre a été démonisé par des organisations conservatrices et a notamment été interdit dans les systèmes scolaires de la Floride et du Texas. Le Vatican a publié en début de semaine un document sur la dignité humaine qui réprouve notamment les opérations de changement de sexe. L'organisation Égale Canada a aussitôt dénoncé des propos offensants et discriminatoires qui alimentent la violence envers les communautés LGBTQ+. Égale Canada condamne ce recul qui survient pourtant après quelques signes d'ouverture. À la fin 2023, le Vatican a par exemple autorisé la bénédiction pour les couples homosexuels. Avec le retour des températures printanières, j'ai le plaisir de vous annoncer que la terrasse du Normandie est rouverte pour la saison. Alors, n'hésitez pas à venir faire un tour pour en profiter. Si jamais vous souhaitez organiser, par exemple, un 5 à 7 avec le comité LGBTQ+, de votre travail, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de coordonner ça avec vous et de vous réserver une section dans le bar. Et puis, en attendant, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre envoyée chaque jeudi. C'est le meilleur moyen de rester informé de la mise en ligne de l'émission. Le formulaire se situe au bas de la page de chacune des sections de notre site Internet. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner à nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, mais aussi YouTube, TikTok. D'ailleurs, la semaine dernière, comme on a pris congé, on a mis en ligne une vidéo sur la manifestation du 31 mars dernier contre le comité de sages qui avait lieu à Montréal lors de la journée de la visibilité transgenre. Alors, vous pouvez voir des images de la manifestation, des vidéos, mais aussi entendre des témoignages de plusieurs manifestants et manifestantes. On accueille ce soir une autre nouvelle personne dans l'équipe de Tous. Il y a eu beaucoup d'ajouts cet hiver. On est très, très contents. Cette fois, c'est à la culture. J'ai le plaisir de vous présenter Camille Larrivé, street artiste, commissaire indépendante, auteurice et travailleuse culturelle. Elle s'intéresse aux mémoires émotionnelles collectives dans les espaces publics et à l'art politique. En plus d'avoir commissarié plusieurs projets d'art public, expositions, publications,
Camille Larrivée est directrice générale et artistique du Montréal Art Interculturel, le MAI. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Kim. Bienvenue sur la scène du Normandie. Ben, merci vraiment de m'accueillir. Très, très, très contente d'être ici. Oui, pas trop de stress pour cette Non, première? Bon, vraiment pas. on va commencer avec les questions d'usage pour se mettre dans l'ambiance. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager des pronoms? Oui, alors, aujourd'hui, je porte une longue tresse. J'ai les cheveux bruns foncés. J'ai un T-shirt un peu funky avec plusieurs couleurs et j'ai plusieurs tatous sur les bras. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Oui, en fait, j'ai oublié de dire mes pronoms. Ah oui? C'est bon. Yel, they, them, je suis une personne queer non-binaire. Mais en fait, pour moi, c'est juste une vraie joie. C'est être une personne qui vit 100% comme je suis. C'est partager avec plusieurs personnes autour de moi une réalité incroyable. Je suis vraiment très contente, fière de faire partie de cette communauté. Alors, tu vas nous proposer une idée de sortie à l'extérieur pour souligner le début de la saison du printemps. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de toi, parler de ton parcours, faire connaissance. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où il y a eu un déclic, là, et où tu t'es dit, bon, mais moi, dans ma vie, c'est de l'art que je vais faire? Mais en fait, moi, je viens vraiment d'une famille artistique. Donc, je pense que c'était juste... ça faisait juste partie de moi. Mon parcours a toujours été avec le milieu de la culture. Déjà, juste à l'école primaire, les cours que je préférais le plus, c'était tout ce qui touchait l'art, des trucs qu'on faisait avec nos mains. J'étais vraiment beaucoup dans l'imagination. J'étais un enfant qui était très imaginatif, qui pensait juste à faire des projets. Donc, ça vraiment, je pense que ça fait juste partie de moi. Puis après, dans mon parcours plus académique universitaire, j'ai étudié en histoire de l'art, puis j'ai vraiment commencé à faire des projets indépendants, comme tu as mentionné, en art public. Et ça a commencé comme ça, en fait. Justement, dans des projets, je sais quand on s'est parlé pour la première fois pour faire connaissance, tu m'as dit à quelques reprises que tu t'intéressais vraiment à l'art, mais aussi aux politiques. Comment est-ce que les deux coexistent pour toi dans tes sphères artistiques? Bien, en fait, c'est ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art public, mais à l'art public du politique. Donc, en fait, les corps dans l'espace public, en fait, comment c'est une réalité qui devient politique de différentes façons. Avec l'art visuel, surtout le street art, j'ai fait plusieurs projets qui donnent la place, la visibilité aux personnes LGBTQ+, aux personnes des réalités qui vivent avec différents handicaps, milieux autochtones. Puis c'est en fait prendre son espace dans les lieux publics à travers des œuvres, faire des murales, différents types de projets. Pour moi, l'art et politique en général, il y a des gens qui font vraiment de l'art, ça leur permet de survivre. L'art représente notre société en général, c'est le pouls de qui nous sommes. Donc, pour moi, ça va de soi, ça va ensemble. Tu navigues autant sur l'aspect créatif en tant qu'artiste, mais aussi, on l'a dit, comme commissaire là, à la direction générale du MAI. Comment est-ce que ces deux facettes du monde culturel se parlent pour toi? Est-ce que c'est venu influencer, quand tu as commencé à faire du commissariat, par exemple, est-ce que c'est venu influencer ta pratique artistique ou vice-versa? Oui, vraiment. En fait, moi, ma pratique artistique, elle se passe beaucoup dans la collaboration, dans le collectif. Donc, j'ai toujours travaillé avec plusieurs personnes. J'ai toujours imaginé des projets avec plusieurs personnes. Donc, pour moi, être à la direction du MAI ou faisant mes projets de commissariat, c'est l'idée de collaborer ensemble, c'est l'idée de réfléchir à des projets qui nous font avancer collectivement, qui posent des questions, qui s'intéressent aux actualités, aux sujets brûlants, à des choses qu'on veut changer un peu dans la société. Fait que tout ça est lié ensemble. Pour moi, l'art, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que je fais à chaque jour, ça représente qui je suis et vice-versa. Donc, ouais. Alors, plongeons dans cette idée de sortie que tu as pour nous cette semaine. C'est un projet du Centre d'art d'art. Oui, en fait, le Centre d'art d'art, c'est vraiment un de mes lieux préférés en art visuel à Montréal. Le d'art d'art est un centre d'artistes autogéré montréalais depuis 1990 qui consacre ses projets à l'art dans les espaces urbains et qui présente des installations et des performances dans plusieurs lieux de la ville.
Et la programmation s'ancre dans des thématiques liées à la politique et les espaces urbains et à plusieurs enjeux qui sont reliés, comme la justice sociale, la gentrification, l'itinérance, etc. Et depuis 2004, Dardar est situé dans un abri mobile au parc Sainte-Cunégonde, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Peut-être que vous avez vu leur espace dans ce parc-là. On y retrouve aussi un conteneur maritime dans lequel est installé le centre de médiation La Halte, qui est un super centre, en fait, qui inclut une sélection de publications que les gens peuvent regarder sur place sur l'art public, l'urbanisme, et qui est ouvert de juin à octobre. Donc, avant que ça commence ça en juin, il y a quand même déjà des installations qu'on peut aller voir. C'est un nouveau projet, en fait, du Centre d'art d'art. C'est un projet d'écriture publique. Oui, en fait, à travers un appel à projet annuel, il y a 4 artistes qui sont sélectionnés pour les écritures publiques. Et donc, les artistes sont invités à concevoir 12 formules écrites d'un maximum de 15 mots. C'est très rigide dans les règles, mais c'est vraiment fait pour que ça puisse rentrer sur l'enseigne lumineuse. Et donc, ces formules écrites peuvent prendre différentes formes, comme un slogan, par exemple, poésie, un tweet, une question au public. Et ces formules-là sont diffusées jour et nuit pour une durée d'1 semaine chacune, donc sur cette enseigne lumineuse jaune et noire qu'on ne peut pas manquer, qui est située donc dans le parc, tout près de la halte. Donc, quand les gens passent dans la rue, on peut vraiment s'arrêter et prendre le temps de lire et de se poser un peu des questions par rapport à ces textes ou ces questions. Donc, c'est de courts textes, formules poétiques. Oui. Oui, moi, je pensais à un haïku. Ça peut être un haïku. Il y a vraiment de tout, là. C'est très, très varié comme type d'écriture. Puis je pense que c'est ça qui amène un aspect très intéressant au projet. On va vraiment dans la diversité de l'écriture en lien avec les arts visuels, évidemment. Donc là, en ce moment, le travail qu'on peut admirer, c'est celui de Fernando Bellotte. Oui, exact. Oui. Bellotte? Donc, l'artiste Fernando Bellotte, qui utilise aussi le nom Fern, est un artiste multidisciplinaire bicha, ou aussi queer, et immigrante du Brésil, qui est aussi vice-président du DC Art Interdisciplinaire, qui est un centre d'artistes autogérés par et pour les artistes de la diversité capacitaire. La pratique de Fernando s'exprime avec force selon ses expériences de vie en tant que personne neurodivergente et survivante de violences domestiques. Son art est en réaction au pouvoir normatif et déshumanisant du capitalisme et vise à recadrer les objets quotidiens vers une lutte contre coloniale et antifasciste. Donc, quand j'ai vu le projet de Fernando, je me suis vraiment dit, quel bon sujet à amener à tous. Ça rejoint en tout cas plusieurs de tes champs d'intérêt. Exactement. Donc, pour son projet d'écriture publique, ça se nomme Invisible Sign of Pahu. Donc, Fernando propose une série de 12 poèmes écrits en pajuba, qui est le dialecte queer utilisé par les personnes queer au Brésil. Et donc, le paju, contraction de pajuba, est l'héritage culturel transmis par les communautés diasporiques Nago-Yaruba, donc issues de l'Afrique de l'Ouest, aux collectivités trans et ou non-binaires du Brésil. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec les phrases de Fernando, c'est que les phrases n'ont pas été traduites volontairement par l'artiste. Donc, ça représente en fait la résistance queer du Brésil, qui est opprimée aussi par le langage colonial donc portugais. Donc, c'est l'idée de revenir au langage queer avec ces installations-là. Donc, c'est une exposition qui s'inscrit dans la thématique de la programmation du Centre d'art d'art, thématique 2023-2024, qui est de devenir mutuel. Vous avez donc choisi aussi un extrait de l'appel à projet qui avait été lancé pour donner un peu plus de contexte. Oui, en fait, j'ai trouvé que l'appel à projet de cette année de d'art d'art était vraiment intéressant, puis je voulais un peu partager avec vous. Quel était cet appel? Devenir et faire ensemble interpelle les multiples formes et modalités d'être communauté. En considérant les spécificités et les enjeux actuels reliés au quartier dans lequel le centre s'inscrit, Dardar souhaite engager une réflexion collective et inclusive sur l'espace public du Sud-Ouest à Montréal, Tiohtià:ke. Quels enjeux nous motivent? Quelles associations nous sont possibles? Quelles éthiques nous guident?
des très bonnes questions. Les projets diffusés mettront en pratique, par des stratégies de partage et de compagnonnage, nos manières de construire, d'habiter ou de vivre ensemble, ainsi que nos mécanismes de rencontre et de confluence, ici, maintenant, dans l'environnement où nous choisissons de faire nos racines et de soigner nos relations. Donc, pour moi, le projet de Fernando s'inscrit parfaitement dans cette thématique qui est une thématique sociale, brûlante d'actualité, puis j'ai trouvé ça vraiment inspirant, en fait. Et vu que ça change de semaine en semaine, on peut y retourner. Si jamais c'est sur votre chemin pour le travail, ouvrez l'œil, si jamais vous décidez dans le secteur. Oui, vous pouvez y aller, vous promener là. C'est vraiment là jour et nuit. Donc, et le projet a lieu jusqu'au 29 mai 2024, donc au parc Sainte-Cunégonde, situé sur la rue Notre-Dame-Ouest, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Si vous googlez le parc, vous allez trouver facilement. Et sur nos réseaux sociaux, on a mis aussi une image hier là, du fameux panneau illuminé. Donc, c'est jaune, on ne peut pas le manquer. Alors, vous pourrez aussi vous retourner vers nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Camille Larrivée, merci beaucoup pour cette première chronique avec nous. Tu as brisé la glace. Oui. Et puis, on se retrouve un peu plus tard durant la saison. Si je me souviens bien, on ira checker le calendrier ensemble. Avec grand plaisir. Merci, Kim. Merci, Camille. C'est déjà le mot de la fin. Nos invités cette semaine, la journaliste indépendante Laetitia Arnaud-Sicari. Merci beaucoup pour ce premier reportage en fait d'une série de 5. On la retrouve le 24 avril pour le deuxième reportage. L'humoriste de la semaine, Trana Wintour, merci beaucoup pour tes réflexions sur le duo improbable que sont Sophie Durocher et J.K. Rowling. À la culture cette semaine, Camille Larrivée, bienvenue dans l'équipe de Tous. Nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Geneviève Lucier. Et derrière le bar, ce soir, Dominique Séguin, nul autre, qui est silencieux en ce moment, mais c'est qu'il conserve sa voix pour le karaoké plus tard. Ou peut-être que vous avez entendu son petit rire au loin. Alors, si jamais vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse courriel, info@commercialtouste.com. Ça nous fait très plaisir de vous lire. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, d'entrevues, nous les recevons avec grand intérêt. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous ce soir et je vous dis à la semaine prochaine.